Let's go, bienvenue dans ce nouveau vlog. Il est un peu plus de 7 h du matin. Là, je vais mettre un petit peu d'essence et puis on va se diriger directement chez Théo pour une journée complète avec nous, en train de trader, analyser les marchés, préparer les différents lives, etc. etc. Donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et let's go, c'est parti. Ok, là du coup, il est 8 h 30. On est en train de préparer la session européenne avec Théo, d'autant plus qu'à 9 h, on va être en live sur le Discord avec les membres. Qu'est-ce que tu es en train de regarder là du coup, Théo? Là, je regarde le DAX. Après, comme je disais, c'est un peu compliqué en ce moment. Je l'avais mis dans le briefing hier matin. On est en plein range sur le DAX. Ça fait vraiment jour pour jour, mercredi, même un peu plus d'une semaine. On est en plein range. Hier, on a réussi à prendre quand même un achat juste ici avec la petite impulsion haussière. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Après, voilà, quand c'est des zones de range, moi qui traite beaucoup l'OPR, on peut voir, on est bloqué entre juste ces deux zones là depuis une semaine. Donc soit on va faire un peu une sorte d'AMD, on va venir liquider le haut ou le bas dans un premier temps, parce qu'on peut le voir, on laisse énormément de liquidité. Et ensuite, pourquoi pas rentrer justement à l'inverse. On va voir, parce qu'après, l'OPR, on le traite normalement dans la tendance H1. Donc quand on est en range, forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on va voir à 9 h. On va voir ça, ça roule. Ok, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog. C'est la première fois qu'on fait ce format sur notre chaîne YouTube. Donc, tout au long de la journée, vous allez suivre un petit peu les différentes étapes, justement, de notre journée avec Théo. La préparation des sessions, la création de contenu aussi, forcément, l'analyse des marchés, les prises de position, mais aussi des discussions qu'on va avoir entre nous. On va vous apporter des conseils, de la valeur, nos points de vue, de la discussion. Ça va être vraiment une vidéo assez diverse, avec plein de sujets qui vont être abordés. Et du coup, beaucoup de valeur ajoutée encore une fois pour vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous plaît. Ok, du coup Théo, toi c'est quoi un peu ta routine le matin? Comment tu prépares un peu ta journée Moi, c'est routine militaire. Donc moi, ça va être réveil à peu près vers 5 h, 5 h 30. Pour aller à la salle le matin, je fais à peu près 1h10 d'entraînement. Ouais. Je dirais 1h30, je mentirais. 1h10, c'est déjà très bien. Après, je reviens ici, je déjeune. J'aime bien regarder tout ce qui est Fonda, les annonces éco, etc. Ouais. Et après, direction les graphiques. Ok. Et surtout, le café avant. Sinon, je peux pas Très faire. important. Très important, ça. Café, voire 2-3. Ouais. Et ensuite, je fais toutes mes analyses donc sur l'euro-dollar, le BTC, le gold, etc. Je ne vais pas forcément les trader, mais en tout cas, c'est pour le groupe, pour le briefing le matin. J'explique tous mes scénarios, ce que j'attends comme zone, ce que j'attends si j'achète, je vends, s'il n'y a rien à faire. Comme le DAX, on peut le voir, il est en train de range complet. Et après, je m'en sers tout simplement parce que je fais le débrief le soir également. Donc, voilà ma routine. Après, 9 h, session européenne. On se retrouve en live avec tout le monde, soit sur les réseaux, soit avec les membres du Discord. Et ensuite, souvent, il y a des petits coachings à faire, etc. Et à midi 13 h, c'est le repas. Ouais, moi, c'est un peu différent. Moi, je me lève vers 7 h 30 et après, par contre, voilà, dès 8 h, je vais me mettre sur les graphes, préparer la journée, préparer un petit peu les différents setups, regarder les news macro qu'on va avoir, actu géopolitique. En fait, j'essaye de prendre toutes les informations qu'il y a pu avoir la veille au soir, durant la nuit aussi sur la session asiatique. Vraiment, en fait, me faire un petit débrief à moi pour avoir toutes les infos et vraiment travailler efficacement sur la journée. Donc ouais, moi dès 8 h, tout de suite, après le réveil quasiment, je prends un petit déj quand même, mais c'est devant les écrans. Et le café. Et le café, bien évidemment. N'oubliez pas ça. Et après, ouais, après moi perso, la session européenne, je la traite pas trop. En fait, moi, la session européenne, je m'en sers comme préparation de la session américaine, tu vois. C'est rare que j'exécute des trades, que j'ouvre des positions le matin. Ça peut arriver quelquefois sur des positions swing où voilà, j'attends des confirmations. Mais la plupart du temps, voilà, c'est plutôt une phase où je vais préparer justement mes setups de l'après-midi. Voilà, c'est ça. Et puis, comme tu disais, je vais en profiter aussi voilà, pour faire le morning avec les membres du Discord, des fois pour créer un petit peu de contenu, etc. Et justement, si je vois qu'il n'y a pas trop de choses à faire, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au sport, moi, après. Genre, par exemple, entre 10 h 30 et midi, là, je vais en profiter pour aller faire mon sport. Et puis, comme ça, après, j'ai vraiment tout l'après-midi de libre. C'est les bonnes heures. Ouais, personne à 10 h à la salle. En plus, ouais, franchement, c'est top. Et du coup, ouais, après, je vais plutôt profiter de l'après-midi pour vraiment travailler sur les marchés. Surtout pour faire les lives et tout, parce qu'oubliez pas, on a quand même les lives le matin pour l'Open, les préparations US à 14 h, à 15 h 30, on fait souvent les lives également pour la session US. C'est ça. Bon, j'en profite pour ajouter que c'est important que vous trouviez vraiment votre propre routine qui vous permet d'être efficace. Chacun a sa façon de faire. Vous voyez, par exemple, nous, on a deux façons de faire différentes. Théo, il se lève très tôt, il va au sport, etc. Moi, je me lève plus tard. Mais vraiment, il faut que vous trouviez un truc qui vous convient, qui vous permet d'être performant, qui vous permet d'être efficace. Donc, n'hésitez pas à tester plusieurs façons de faire.
mais ne négligez pas cette routine, ces habitudes qui vont vous permettre d'avoir un environnement de travail qualitatif. C'est clair, bah, comme je le disais un peu, c'est un membre du mentorat hier, où je disais quand même les graphiques, c'est 20% du travail. Je compare ça comme un mec au MMA par exemple, tu vois, où il va faire un combat pendant 6 mois, il va faire un seul combat de peut-être 20 minutes grand maximum, voire moins. Ouais. Et pourtant, bah, tous les jours, c'est entraînement, c'est une bonne diète, Ouais. c'est une bonne hygiène de vie tout simplement. C'est C'est clair. exactement pareil, quand on est sur les graphiques, c'est 20% et tout le reste, bah, c'est Ouais. l'hygiène de vie tout simplement. C'est vrai. Ok, là, du coup, je vais pas faire trop de bruit parce que du coup, Théo vient de commencer le morning brief avec les membres du Discord. Donc là, c'est parti, il est 9h, c'est le début de la session européenne. Alors, petit point macro, on va voir un petit peu pourquoi en fait les classes d'actifs risqués ont été haussières ces derniers jours. On a eu des belles remontées sur BTC, S&P 500, Nasdaq. En fait, c'est principalement dû au fait qu'on a des pressions inflationnistes qui diminuent. Cette semaine, on avait pas mal d'indicateurs de data macroéconomique concernant l'inflation avec mercredi le CPI et hier les prix à la production. Et en fait, l'ensemble de ces datas nous ont montré quoi? Que sur le mois de juin, l'inflation elle a ralenti. Ça peut s'expliquer en partie par le fait que les cours du pétrole sont descendus un petit peu ces derniers mois avec la détente géopolitique. Et donc du coup, mécaniquement, dès lors que le pétrole diminue, on a une baisse de l'inflation. Qui dit baisse de l'inflation dit du coup des hausses de taux moins probables. C'est-à-dire que les marchés aujourd'hui considèrent qu'on va peut-être avoir une politique monétaire plus accommodante que prévu et éviter une hausse de taux au cours de cette année 2026. Donc dès lors que les marchés anticipent, price ça, on a une détente du dollar, on a une détente sur le taux 10 ans américain et au contraire, ça laisse davantage de place pour les classes d'actifs risqués et c'est pour ça qu'elles ont performé, qu'elles ont rebondi. Bon, petite pause avec Théo, on reprend un café et après on se remet sur les graphiques. Bon alors Théo, dis-moi, toi c'est quoi les actifs que tu trades principalement? Moi, je trade principalement l'OPR, donc ça aide beaucoup sur les indices en règle générale. Donc moi, j'aime bien trader le DAX le matin, l'OPR, donc à 9h, et les indices américains l'après-midi, donc Nasdaq, S&P 500. Le dos, en ce moment, j'ai un peu mis de côté. Voilà, j'essaie de me focus vraiment sur les deux, c'est déjà pas mal. Ouais. Ok. Et toi, pour ton actif préféré ou tes actifs? J'ai pas forcément d'actifs préférés. En vrai, moi, je trade principalement BTC, Gold, Euro USD et Nasdaq. C'est mes 4 actifs de référence. Après, en fonction des opportunités de marché, en fonction de la conjoncture, de l'actualité, ça peut m'arriver de prendre des positions sur d'autres actifs. Des fois, je vais trader pas le Nasdaq, mais le S&P 500. Ça peut m'arriver des fois de prendre des positions sur l'argent, sur le CAC 40, sur l'USD JPY. Donc, je m'interdis rien. J'ai ces actifs de référence et puis après, autour, j'en ai qui gravitent un petit peu et que je peux ajouter en fonction de ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Si tu vois qu'il y a un actif par exemple le matin ou pendant 2-3 jours, ça range complet. C'est ça. Tu vas le mettre de côté et comme ça, voilà, tu vas te focus sur d'autres actifs. Okay. Exactement. Et j'avais une autre question en termes d'indicateurs. Est-ce que tu as un indicateur préféré, toi? Moi, j'aime beaucoup la VWAP, franchement, parce que c'est un indicateur qui est basé sur le volume. Et je m'en sers beaucoup pour savoir justement si on passe au-dessus, en dessous, pour avoir à peu près la direction. Ou à l'inverse, si on est trop bas, je sais que le marché a tendance à revenir jusqu'à sa VWAP. Donc après, comme je le disais, ça reste un indicateur, j'utilise en plus de ma strat, mais je n'utilise pas uniquement là-dessus. Ok. Est-ce que tu as un indicateur au contraire que tu n'aimes pas du tout, que tu trouves vraiment pas bon? Franchement, non, j'en ai pas trop comme ça. Après, je le disais, ça dépend de beaucoup de personnes, comment on l'aborde, comment on l'utilise, etc. Donc franchement, non, de toute façon, tous les indicateurs que je n'étais pas trop fan, je les ai virés, donc il y en a beaucoup au final. Mais je dirais pas que c'est nul non plus. C'est parce que ça ne me correspond pas et je suis moins fan. Et toi, à l'inverse, justement, ton pire indicateur? Moi, franchement, tout ce qui est moyenne mobile, je suis pas trop fan. Alors, sur des grandes unités de temps, ça peut être des repères intéressants, tu vois, pour trouver des zones pour de l'investissement. Moyenne mobile, RSI, Shimoku. Je trouve qu'en fait, c'est des indicateurs qui sont trop imprécis en plus pour faire du trading à court terme. Moi, dans l'ensemble, tous les indicateurs qui vont être basés sur des données passées, sur des datas passées, je suis pas trop fan parce que du coup, je trouve qu'on va avoir un temps de retard sur le marché. Et donc, j'anticipe ta deuxième question. Je préfère des indicateurs qui vont me montrer ce qui se passe en temps réel. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'order book, l'order flow, le price action parce que je vois ce qui se passe en direct sur le marché à l'instant T. Je suis pas en retard et donc du coup ça va me permettre d'avoir des prix d'entrée, une exécution qui va être beaucoup plus intéressante. Et du coup sinon toi tu es plutôt, grosse question, plutôt analyse fonda ou analyse technique? Pour moi c'est 50-50. En vrai les deux sont indispensables, les deux sont complémentaires, elles sont nécessaires. On va pas voir la même chose, on va pas avoir les mêmes informations. La macro, le fondamental, ça va nous permettre de comprendre le contexte, l'environnement dans lequel on évolue. L'analyse technique va nous permettre de passer à l'exécution, de concrétiser en fait nos idées
d'exécuter nos idées. Donc pour moi, vraiment, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Après, ça va dépendre évidemment des unités de temps sur lesquelles vous travaillez. D'ailleurs, tu vas y venir, mais c'est vrai que moi, j'ai plutôt un profil intraday. Alors, selon les périodes de marché, je vais faire plus de swing, plus de scalp, etc. Mais voilà, c'est sûr que si on fait du scalp, bah, la macro elle va être moins importante quand même. De toute façon, je te laisse me dire un petit peu, toi, ce que tu en penses. C'est ce que j'allais dire, moi, comme en ce moment, on sait très bien avec les conflits géopolitiques entre l'Iran, les États-Unis, etc. Forcément, il faut toujours garder un contexte. Ok, je le mets dans le coin de la tête, voilà, faut quand même s'informer. Mais je vais pas trader non plus que avec la fonda. Comme disait Alex, moi, c'est beaucoup de scalp et de l'intra. Et donc, je vais beaucoup travailler les mouvements, le price action, vraiment sur des petites unités de temps. Donc, en fait, je vais prendre des retracements ou des corrections, etc. sur du 5 minutes, 3 minutes. Donc, c'est pas vraiment sur des mouvements comme ça que le marché est drivé. Okay, donc, c'est pour ça que je garde toujours dans le coin de ma tête, par exemple, quand il y a des news. Comme là, on a eu les PPI, les CPI, forcément, je vais pas trader pendant les annonces là. Donc, je regarde quand même les annonces. Quand on a eu des très bons résultats sur le CPI, par exemple, là, je vais me mettre en tête, ok, pour les indices, c'est bullish. Donc, forcément, je m'informe, mais je ne vais pas trader uniquement avec ça. Et je trouve que c'est pareil. En analyse fonda, on a tous les mêmes informations sur le même site. Et des fois, il y a des informations que si des personnes hautement placées ne veulent pas qu'on le sache, ils vont pas forcément le mettre. Mais par contre, le graphique, lui, il ne peut pas nous mentir. Okay, le graphique, lui, on va voir s'il y a des gros acheteurs, des gros vendeurs. Le price action va nous le montrer. C'est ça que je trouve intéressant aussi avec le côté technique. Ouais, tout à fait d'accord. Ok. Bon, en vrai, vous êtes très nombreux à nous demander quel capital faut-il pour commencer le trading et pour vivre du trading. Alors, déjà, pour commencer le trading, ça sert à rien de démarrer avec 10, 50, 100 euros. En fait, ça va être contre-productif. Vous allez prendre des mauvaises habitudes, vous n'allez pas pouvoir appliquer correctement votre stratégie, votre risk management. Pour moi, c'est pas la peine. Au début, faites du backtesting en démo, d'accord ? Vous pouvez faire des free trials aussi sur des comptes Propium. Mais commencer avec si peu, vraiment, ça n'a pas d'intérêt. L'idéal pour démarrer, ça va être d'avoir quelques milliers d'euros. Après, pour en vivre, là, c'est autre chose. Toi, t'en penses quoi ? Comme disait Alex, en fait, le problème, c'est que beaucoup de personnes, souvent, pour le trading, ont entre 500 et 1000 euros, hein, c'est une moyenne. Et avec 1000 euros, même si vous faites 3 et 4% par mois, ce qui est déjà une très belle performance, vous ne pouvez pas du tout vivre du trading et ça va être contre-productif, comme tu le disais. C'est que vous allez être hors money management, vous allez essayer de risquer des 20% pour que ce soit des gains un peu plus conséquents. Et donc forcément, au niveau psychologie, après, si vous arrivez sur des capitaux plus conséquents, vous allez complètement cramer vos comptes. Et du coup, pour vivre du trading, on est à peu près d'accord là-dessus. Pour moi, il faut au moins 50, 100 000 euros de capital, euros ou dollars. Donc, c'est vrai que c'est un capital assez conséquent. Tout le monde n'a pas forcément cet argent. Et du coup, c'est là où les profits sont hyper intéressantes parce que du coup, ça va vous permettre justement de débloquer ce capital. Et là, comme tu disais, quand vous allez faire 3-4% par mois, ça va être quand même beaucoup plus intéressant. C'est ça, surtout que si on a déjà entre 500 et 1000 euros, alors déjà, si vous commencez le trading, faut les mettre dans une formation, hein, clairement. C'est un métier comme un autre et tout métier s'apprend, ça se forme, etc. Si vous avez déjà cette formation, vous avez déjà un bon bagage, 1000 euros, vous pouvez avoir des comptes entre 100 000 et 200 000 dollars. Donc vous imaginez que vous faites rien que 10%, 5%, là c'est déjà énorme, même du 4% sur un compte à 200 000 dollars, c'est déjà vous faites un très bon salaire. Donc c'est pas une question surtout de pourcentage. Si vous faites 3%, n'essayez pas de faire plus, c'est vraiment juste une question de capital. D'ailleurs, c'est la question que j'allais te poser, on allait évoquer, mais pourtant un bon trader, il fait combien de performances mensuelles? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux, on voit des mecs qui vendent des perfs à 25, 30, 50% par mois. C'est beau. C'est du bullshit total, on est d'accord. Et du coup, concrètement, toi, tu dirais à peu près combien? C'est ça, comme je disais tout à l'heure, déjà entre 3 et 4%, c'est déjà très bien. Franchement, 4%, vous avez un compte déjà à 100 000 dollars ou 100 000 euros, n'importe, c'est déjà une très très belle performance. En vrai, de toute façon, ce qu'il faut vous dire, c'est que de toute façon, le trading, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Votre objectif, ça doit pas être de faire le plus d'argent possible en un mois. Ça sert à rien de vouloir viser 20% de perf en un mois, sur le premier mois, si c'est pour tout reperdre le mois d'après. Ça n'a aucun intérêt. Vraiment, en trading, le plus important, mais c'est aussi ce qui est le plus compliqué, c'est la constance, c'est la régularité. Donc votre objectif, ça doit être peut-être de faire un peu moins, 3-4% effectivement, déjà c'est super, mais de le faire de manière régulière. Alors évidemment, vous n'allez pas avoir que des mois dans le vert, c'est sûr, on a des mois des fois qui se passent moins bien. Encore une fois, justement, c'est pour ça que s'il y a des mois qui se passent moins bien et que vous êtes habitué avec un petit compte à risquer des 20% par position, en une semaine de perte, même moins je pense, le compte il est cramé. C'est fini. Et donc votre objectif, ça doit être ça, de faire 2, 3, 4% par mois, d'être régulier, d'être constant, c'est très important. Et puis oui, comme tu disais,
c'est là aussi l'importance du risk management. C'est-à-dire que les débutants, souvent, ils ne prennent pas conscience d'à quel point c'est important le risk management. Et c'est vrai que en fait, quand vous traversez une période qui est positive, qui est favorable, en fait, on se dit, oh, le risk management, finalement, ça sert à rien, puisque en fait, vous gagnez, donc vous êtes bien. Mais justement, le risk management, il est là pour vous permettre de traverser des périodes difficiles. Okay. Et c'est souvent après des grosses périodes de gains que souvent les grosses périodes de perte arrivent. C'est ça. Et donc vraiment, le risk management, il est là pour protéger votre capital, pour vous permettre d'enchaîner des fois plusieurs semaines difficiles. Vous allez perdre votre aide sans pour autant entamer une trop grosse partie de votre capital. La période estivale est très clairement sous-estimée en trading. Alors certes, c'est une période un petit peu différente du reste de l'année. Il y a souvent moins de volume, moins de liquidité, moins de volatilité et donc moins d'opportunités. Pour autant, c'est une période hyper intéressante pour se former si vous êtes débutant et si vous êtes déjà en phase d'apprentissage, pour backtester, pour optimiser votre stratégie, pour essayer de nouvelles choses, vous améliorer globalement et arriver du coup au mois de septembre avec toutes les clés en main pour tout exploser et pour être rentable. C'est vraiment une période à ne pas négliger, que vous soyez débutant ou intermédiaire, et vous devez tirer profit de cette période, qui est peut-être d'ailleurs la plus intéressante de l'année, justement pour progresser, étant donné les conditions de marché. Pour toi, c'est quoi la première chose à faire quand on débute le trading? En vrai, comme tout métier, se former, tout simplement, parce que c'est vrai que déjà, le trading, c'est un des métiers les plus compliqués, et comme tout métier, pour être boulanger, mécano, etc., enfin bref, tous les métiers, il faut se former. Et beaucoup de personnes voient sur les réseaux les gains, les voitures, etc., où c'est complètement du bullshit. Donc forcément, si pendant les premiers mois, il n'y a pas de résultat, oui, il faut se former. C'est sûr que ça va coûter peut-être des sous, mais vous allez perdre beaucoup moins de capital si vous vous formez directement que cramer des comptes à 500 balles, à 1000 balles, ça va très vite. Au bout d'un an, on peut cramer énormément d'argent et au final, on crame plus d'argent que la formation, que le prix de la formation, tout simplement. C'est ça, en fait, dites-vous que ce que vous allez investir dans de l'apprentissage, dans de la formation, ça va vous éviter derrière des erreurs qui vous coûteraient beaucoup plus cher. Okay, vaut mieux dépenser 500 € dans une formation qui va vous éviter des erreurs à 5000 €. Okay, c'est ce que je dis très souvent. Et après, oui, comme tu disais, en fait, moi, alors toi, tu as fait la comparaison avec d'autres métiers. Moi, je fais souvent des comparaisons entre le trading et le sport de haut niveau. Ça ne vous viendrait pas à l'idée, par exemple, d'aller faire un combat de boxe professionnel alors que vous n'êtes jamais monté sur un ring. Okay, vous allez d'abord vous entraîner pendant des mois et des mois et des mois avant d'y aller. Là, le principe, il est le même en fait. Vous n'allez pas commencer à trader direct avec du vrai capital alors que vous n'avez aucune connaissance, aucune compétence. Ça n'a absolument aucun sens et aucun intérêt. Et du coup, une autre question que je me posais, toi, tu as mis combien de temps avant d'atteindre la rentabilité justement? Moi, j'ai dû prendre au moins 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Après, c'est sûr que pour moi, rentable, c'est pas quand tu fais un premier retrait, parce qu'il y en a eu bien avant. C'est vraiment avoir de la régularité, tout simplement. C'est ça. Où j'ai vu mes résultats vraiment où c'était régulier, j'avais plus de FOMO, de revenge trading, etc. Et c'est là où je me suis dit, ok, là, je commence vraiment à avoir une stabilité dans mon trading. C'est vraiment le mot là, stabilité dans le trading. C'est là où on peut commencer à voir si on est rentable ou non. Oui, parce qu'en vrai, comme tu dis, rentabilité, c'est pas genre faire son premier payout. C'est vraiment arriver à avoir une constance, une régularité et une visibilité du coup sur vos performances aussi. Et c'est là où c'est dur psychologiquement. Le premier payout, on le fait, c'est bon, on a fini, on n'en a pas du tout. Après, c'est là où l'aventure commence vraiment, on va dire. Ouais. Mais moi en vrai, c'est pareil, hein, j'ai mis un peu plus de 2 ans. Alors après, moi j'ai été tout seul une grosse partie du temps. En réalité, d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'on a lancé Alpha Protocol, c'est que aujourd'hui, nous, on vous met à disposition notre expérience, nos connaissances, nos compétences, nos stratégies, nos méthodes pour justement que vous atteigniez la rentabilité en beaucoup moins de temps. Okay, si vous venez chez Alpha Protocol, le but c'est pas que vous deveniez rentable dans 2 ans, non. Alors après, ça dépend des personnes. Il y en a qui vont avoir besoin de 4, 5, 6 mois, ça va être largement suffisant. D'autres, elles vont avoir besoin d'1 an, 1 an et demi. Mais comme je dis toujours, de toute façon, le trading, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Prenez le temps, faut pas aller trop vite. Surtout, faut pas se comparer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se comparent et qui se démotivent quand on voit des personnes de 6 mois ils sont rentables. Chacun a son parcours, chacun a ses étapes dans son trading, dans son aventure, a ses problèmes perso, etc. Donc c'est pas du tout comparable. Le but, c'est qu'à la fin des 2 ans, 3 ans, 6 mois, n'importe, vous devenez rentable tout simplement. Exactement. Bon alors Théo, dis-moi, selon toi, quel est l'actif le plus difficile à trader? Pour ma part, je trouve que c'est le gold. Franchement, les mouvements très impulsifs, les mèches, etc., c'est un marché très liquide également. Donc, pour ma part, en tout cas, je trouve que c'est très très compliqué de commencer, en tout cas, sur le gold. Je suis assez d'accord. En vrai, ça va dépendre des périodes. Moi, il y a des moments où c'est vrai, j'ai eu des vraiment belles phases de réussite sur le gold. Mais
je trouve qu'effectivement, ça reste un actif assez compliqué. À l'inverse, le plus facile pour toi, ce serait lequel? Je dirais le Nasdaq, après ça va faire plus de 4 ans que je trade. Ouais. Je trouve que voilà, les mouvements sont plutôt rationnels, etc. Il y a moins de grosses mèches, même si c'est un marché également très liquide. Ouais. Après, je pense que la question, voilà, c'est ça, c'est surtout une question d'habitude. Oui, c'est sûr. Ouais, parce que tu vois, moi, c'est pareil. Bitcoin, c'est l'actif que je trade depuis plus longtemps. Et au final, aujourd'hui, du coup, c'est vrai que c'est celui que je trouve le plus facile à trader parce que je le maîtrise bien, je le connais bien. Et du coup, j'ai des bonnes performances dessus. Et qui est très volatile aussi en plus pour toi. Ouais, en soi, qui est aussi ouais. volatile. Bah, d'ailleurs, il ressemble pas mal au Nasdaq. Hein. Ouais. En vrai, les mouvements sont assez corrélés. Mais du coup, ça rejoint un peu ce que je voulais dire, c'est que vous devez justement vous concentrer quand vous débutez sur un actif, une paire. Ok, vous ne devez pas vous éparpiller dès le début parce que c'est important de bien maîtriser un actif, de bien le connaître, d'avoir ses repères dessus, ses habitudes dessus. Vous n'avez pas besoin de trader 50 000 actifs différents. Hein. Toi, en vrai, tu trades 2-3 actifs. Ça, ouais. Voilà. DAX, indice en fait en règle générale. Ouais. Et après, forcément, pour le mentorat, je fais mes briefings sur l'euro-dollar, etc. Donc, je ne vais pas forcément les trader. En tout cas, mes principaux actifs, c'est vraiment indice en règle générale. Le DAX et le NAS, le SP500, parce qu'en plus, c'est la même stratégie. En plus, ça se réplique très bien. Donc voilà, moi, c'est vrai que je trade un peu plus d'actifs différents, je me diversifie un peu plus, mais parce que aussi j'ai un style de trading qui me permet de le faire. C'est vrai que quand on fait du scalp, ça va être compliqué de faire du scalping sur 10 actifs différents. Quand on va faire de l'intraday, du swing, ça va être plus simple, je trouve quand même, de se diversifier un peu plus, même s'il ne faut pas trop le faire, il faut rester quand même assez simple. D'ailleurs, autre question du coup qui me vient, pour toi, c'est quel type de trading tu préfères? Bon, je sais déjà un peu, mais non, pas les indices. Quand je disais style de trading, non, mais il y a des indices. Ah oui, ok, d'accord. Il y a des indices. Ouais, donc quel style de trading tu préfères et lequel tu recommanderais entre guillemets lequel serait le meilleur selon toi? Franchement, vu que beaucoup de personnes, quand on débute, forcément, on a un travail à côté. Donc, au niveau emploi du temps, je dirais le swing. Ouais. Et un deuxième point très important, c'est que déjà, au niveau des émotions, il y en aura beaucoup moins, ça va être plus lent et les confirmations seront plus solides. Ouais. Donc, toutes les zones, ça va être du daily, H4, etc. Il y aura beaucoup moins de faux signaux. Donc, forcément, je trouve que c'est un peu plus facile et c'est plus adapté par rapport aux emplois du temps. Ouais. Et toi, du coup, par contre, plutôt scalping. Scalping. Ouais, je suis carrément d'accord. En vrai, le swing, pour la majorité d'entre vous, ça va être le style de trading le plus cohérent, notamment si vous avez un emploi à côté. Après, c'est important de vous poser la question, ok, quel est votre profil de trader, quel est votre niveau d'appétence au risque, quels sont vos objectifs, quel est votre tempérament aussi. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'anxieux? Est-ce que vous êtes quelqu'un de patient, impatient? Est-ce que vous avez du sang-froid ou pas? Tout ça, c'est des choses importantes à prendre en considération pour choisir un petit peu. Et puis après, dans tous les cas, faut tester. Vous faites les différents styles, vous faites du backtesting, vous voyez un petit peu sur lesquels vous avez le plus d'affinité, sur lesquels vous avez les meilleures performances, et ça vous permettra de voir un petit peu plus clair. Ouais. Comme dit Alex, moi, par exemple, je suis l'exemple parfait dans le sens où quand j'ai commencé, c'était beaucoup de forex en swing, sur vraiment du H4, etc. C'était les plus grosses positions. Ensuite, j'ai bifurqué sur les indices, plutôt en intra-swing. Ouais. Et en fait, j'ai vu après avec la stratégie d'OPR, etc. Et en fait, j'ai testé et j'ai vu qu'est-ce qui me correspondait le mieux, tout simplement. Ouais, exactement. Bon, du coup, la matinée est terminée. Là, il est quoi? Il est 11h45, je crois. Ouais, c'est ça, 11h45. Donc, on a bien bossé, autant sur la création de contenu, analyse de marché, prise de position, etc. Vraiment, on a fait à peu près tout ce qu'on voulait. Du coup, là, on va aller en pause déj. On va aller manger tranquillou avec une petite vue mer, je pense. Ouais, carrément. En plus, il fait bien la dalle. Il fait plutôt beau en ce moment en plus, donc c'est sympa. Et puis du coup, cet après-midi, on va directement enchaîner sur un live à partir de 14h pour préparer la session US en direct sur YouTube et TikTok. Et après, aux alentours de 15h, 15h15, on basculera dans le Discord avec les membres, tout simplement pour trader la session US. À plus tard. Let's go. Bon là du coup on vient de terminer le live sur YouTube donc pour la préparation de la session US et on va basculer sur le Discord avec les membres. Bon comment ça se passe pour l'instant Théo? Pour le moment c'est un peu mou, on a eu des news là, encore une fois sur l'Iran là, à 13h50 donc c'est un peu dump. Bon, après c'était dans la continuité, on était déjà très baissier, là après voilà on a préparé les zones avec tout le monde sur YouTube, TikTok, etc. sur Twitch. Et là, maintenant, ça devient la patience. Comme d'habitude, on va attendre. J'espère que l'Open, il y aura un peu de volatilité. Ouais. Mais en tout cas, l'euro-dollar, j'ai une zone, pour l'instant, on est baissier, mais une zone plutôt acheteuse. On arrive bientôt dessus. Sur les indices, je suis plutôt baissier. Pareil, on est sur des zones intéressantes. Donc, on verra bien et on va rejoindre les membres du Discord. Let's go. Bon, du coup, pour faire un petit point sur la partie macro, là, donc on est toujours en train de
faire la session US, là, à 14h30, on avait les datas des ventes au détail aux États-Unis. Donc c'est un indicateur d'activité économique qui est quand même assez intéressant au niveau de la consommation du retail, mais aussi au niveau de ce que font les entreprises en termes de vente. Là, ce qu'on a observé quand même sur le mois de juin, c'est qu'on a un ralentissement assez conséquent des ventes au détail. Alors ça peut être dû à l'inflation, ça peut être dû aussi à un sentiment consommateur qui se fragilise un petit peu. Mais en fait, dans le contexte actuel, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, parce que si on a des ventes au détail qui ralentissent un petit peu, eh ben, ça peut faire baisser les pressions inflationnistes. Alors c'est pour ça que les marchés n'ont pas forcément mal réagi à cette info. Attention quand même, il ne faut pas qu'il y ait une véritable tendance baissière qui s'installe non plus, parce que là, du coup, sinon, ça pourrait alimenter des risques autour d'une potentielle récession. Bon, il faut vraiment que vous simplifiez vos stratégies. Avec Théo, on le voit avec les membres du Discord, etc., mais même dans les lives, en fait, vous cherchez beaucoup trop de complexité, vous cherchez une nouvelle stratégie, un nouvel indicateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous essayez de rester dans une zone de confort, vous essayez d'avoir plus confiance, et du coup, vous cherchez des éléments qui vont vous rassurer, mais en fait, qui sont totalement contre-productifs, qui ne vont pas du tout vous aider à y voir plus clair, à prendre des meilleures décisions, à être plus performant, à être rentable. Je ne sais pas ce que tu en penses, Théo, mais pour moi, dans le trading, en fait, la réussite, parfois, elle se trouve dans, on va dire, la simplicité. C'est ça, je suis d'accord avec toi, comme disait Alex. Le problème, c'est que maintenant, on a énormément de valeur sur YouTube, etc. Vous pouvez en trouver partout, mais on a tout et de rien. Il y a trop de choses, et en fait, vous apprenez trop de choses en même temps, et une fois sur les graphiques, vous essayez de tout mélanger. Mais c'est comme, par exemple, je compare ça avec de la nourriture, vous avez beau aimer, je sais pas, de la pizza, les kebabs, de la curry, on s'en fout. Si vous voulez mélanger tout, ça va être dégueulasse. Là, c'est exactement pareil. Et si vous avez beau aimer des choses, au bout d'un moment, il faut avoir, si vous avez déjà une strat, la prendre, reprendre votre plan de trading, et juste enlever les éléments, la simplifier, et enlever des éléments qui complexifient la strat une fois que vous êtes en session et voilà, qui vous embrouillent. En fait, c'est pour ça aussi que vous devez faire du backtesting et avoir un journal de trading, parce que de faire des reviews grâce à votre journal de trading, ça va vous permettre de voir dans votre strat qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui sert à rien. Et en fait, le but, c'est au fur et à mesure du temps d'ajuster, d'optimiser, d'enlever ce qui sert à rien et ce qui marche pas. Vous allez épurer en fait votre stratégie pour garder uniquement ce qui marche et du coup, vous allez être rentable grâce à ça. Et franchement, on le voit, hein, que ce soit nous ou même d'autres traders, etc., les plus performants, ce n'est pas ceux qui ont 50 000 data sur leur graphique. En fait, mieux vaut toujours, de toute façon en trading, c'est toujours important de privilégier la qualité à la quantité. Que ce soit sur la quantité de vos trades, la qualité de vos trades, que ce soit sur la qualité des informations, etc. Il faut toujours penser qualité avant quantité. Vous n'avez pas besoin de plus de data, vous avez besoin de data de qualité. Vous n'avez pas besoin de plus de trades pour être rentable, vous avez besoin de trades de qualité. Et c'est ça exactement, absolument pour tout. Bon, ça y est, on arrive à la fin de la session américaine. Du coup, on va vous faire un petit bilan de cette journée. Théo, je te laisse me dire un petit peu en termes de prise de position ce que ça a donné. Ce matin, on était sur le DAX. On a tenté une réintégration d'opère juste ici. On avait pris, alors le trade que vous voyez ici, c'était un PDL, donc le plus bas de la veille. On a fait une magnifique prise de liquidité. On a réintégré l'opère en M5. Donc j'ai tenté un petit buy. Malheureusement, on a rebondi sur la VWAP et on a complètement dump. Donc là, pour l'instant, c'était un premier stop loss. Cet après-midi, sur le SP500, malheureusement, on a pris un BE, donc là on avait une magnifique entrée, ok. Le problème c'est qu'on est revenu pareil sur de la liquidité, on a réintégré l'opère, donc c'est pour ça que là on était au ratio de 1, j'ai décidé de mettre le break-even. Et surtout pourquoi? Parce que sur le Nasdaq, on a loupé un magnifique trade avec un ratio de 4 juste ici, et là le trade que vous voyez c'était le plus bas de la semaine, donc c'est des fortes zones de liquidité, donc forcément ici on l'a prise, on a réintégré l'opère et voilà, on est complètement reparti. Alors celui-là je ne l'ai pas pris. Et un dernier trade, donc là pour l'instant c'est un stop loss et un break-even, et un trade loupé malheureusement sur celui-là. On ne peut pas être sur tous les fronts. Et sur l'euro-dollar, tac, pour le moment on est rentré. J'ai mis mon SL à BE, donc on verra si c'est encore un break-even pour aujourd'hui. Là je vise sur une petite size, je vise un peu plus bas ici sur les 0,5. Pareil, pourquoi? Parce qu'on a une grosse zone de volume. Si je me mets sur l'euro-dollar ici, on va se mettre sur du 1 heure. Vous voyez, sur la journée d'hier, juste là, c'était hier, mercredi, on a une grosse zone de volume, c'est là où il y a le plus de volume échangé, plus un order block, donc franchement je vis ça comme take profit, et après on verra pour une fin de journée. Ok, ça marche. Bon, globalement ça a été quand même une journée assez mitigée, pas mal d'opportunités, mais au final qu'on a eu du mal à saisir, on a eu du mal à passer à l'exécution, c'est vrai que c'était pas forcément une journée facile, mais bon, ça fait partie du jeu, toutes les journées ne sont pas forcément simples. Et bon, encore une fois, c'est le risk management. Hein. Sur le SL, le BE, je risque 0,25% de mon capital. Donc là, sur un 200K, j'ai perdu $500 aujourd'hui. Ça me fait 0,25%, c'est pas la fin du monde.
Ok, super. Moi, pour ma part, pour vous dire, j'ai pris un petit short sur BTC. Pour l'instant, on est à peu près au niveau de mes prix d'entrée. Donc, ça n'a pas trop bougé. Et sinon, je suis rentré aussi sur le même short que Théo sur euro-dollar. Donc voilà, journée assez calme et tranquille pour ma part aussi en termes d'activité sur les marchés. Ok, c'est bon, la journée de trading est terminée, on a fini la session. On a vraiment bien bossé avec Théo aujourd'hui, que ce soit sur la partie marché, analyse, prise de position, mais aussi création de contenu. Donc vraiment très bonne journée, bien productive. Moi, je vais bientôt reprendre la route, d'autant plus que ce soir à 20h, j'organise un petit webinaire sur l'investissement. Donc la journée est encore pas terminée. Voilà, voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. Voilà, ça y est, la journée est terminée. Je vais reprendre la route pour rentrer chez moi. Alors, pas totalement terminée la journée, puisque ce soir à 20h, j'organise un webinaire sur l'investissement. Donc, j'ai encore un petit peu de boulot. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et dites-nous dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, un petit peu dans les coulisses de notre organisation, de notre métier. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.